Un matin de silence s'est brisé dans les champs de coton du Sahel. En un seul décret, Ibrahim Traoré a stoppé l'exportation brute de ce qu'on appelait jadis l'or blanc. Mais que signifie vraiment ce geste pour un pays qu'on disait dépendant? Peut-être le début d'une révolution tissée de dignité et de travail. Ce qui semblait une simple mesure économique s'est révélé un acte fondateur. En bloquant les exportations, Ibrahim Traoré a voulu redonner à son peuple la maîtrise de sa propre richesse. Le bénéfice est simple. Chaque fibre restera désormais dans les mains du Burkina Faso, mais derrière ce choix se cache une bataille plus vaste, celle de la souveraineté industrielle. Pendant des décennies, le pays a vendu sa matière brute et racheté son propre tissu à prix d'or. Aujourd'hui, il décide de rompre ce cercle, d'imposer son rythme, d'affirmer que la dignité ne s'importe pas. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est identitaire, presque existentiel. Car si ce pari réussit, c'est tout un modèle africain qui pourrait renaître du coton. Et la question demeure. Combien de nations oseront suivre cette voie? La décision a pris effet en une nuit. 3,8 milliards de dollars de flux commerciaux gelés. Jamais le Burkina Faso n'avait osé affronter un système aussi vaste, aussi ancien. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays a suspendu toute exportation de coton brut et lancé la construction de 4 raffineries nationales. Chacune devait transformer la fibre locale en fil, en tissu, puis en vêtements marqués « Made in Burkina Faso ». Pour la première fois, la chaîne de valeur ne s'arrêtait plus aux frontières. Pendant des décennies, les champs du Sahel avaient nourri les filatures européennes, enrichissant d'autres économies tandis que les paysans restaient pauvres. On appelait cela le commerce mondial. À Ouagadougou, on y voyait surtout une dépossession tranquille. Les camions partaient au plein et revenaient vides. Les contrats se signaient loin des villages, dans des bureaux tapissés de chiffres et de promesses. Puis un jour, un vieil homme de Kougou a murmuré « Et si cette fois, on gardait ce qu'on cultive ?» Cette phrase a circulé comme une étincelle. Le gouvernement y a vu un symbole, presque un mandat moral. Les ingénieurs ont dressé les plans, les ouvriers ont creusé les fondations et la rumeur s'est répandue. Le coton devient arme de souveraineté. Les observateurs occidentaux parlèrent de folie économique. Les Burkinabés parlèrent de renaissance. Et quand Ibrahim Traoré déclara publiquement « Nous ne vendrons plus la pauvreté en ballot », la foule éclata d'un cri nouveau. Faso tisse son avenir. Mais derrière la ferveur, une question se formait, discrète, insistante. Jusqu'où peut-on aller contre le marché mondial avant que le marché ne riposte? Dans la petite ville de Bobo-Dioulasso, les métiers à tisser se sont remis à chanter. Parmi eux, Burima, ancien cultivateur, devenu contremaître d'une nouvelle raffinerie. Ses mains, autrefois couvertes de poussière blanche, tiennent désormais un carnet de production. Avant, dit-il, ils achetaient mon coton pour 4 $ le kilo. Maintenant, ils achètent mon temps. Ces mots résument mieux qu'un discours la mutation en cours. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les premiers chantiers se sont ouverts sans délai. Les camions qui autrefois roulaient vers les ports européens transportent aujourd'hui ciment, fer et machines à filer. Les coopératives féminines, souvent invisibles, ont reçu microcrédits et formations. Dans certains villages, des ateliers improvisés se sont transformés en véritables usines. Les tissus produits localement se vendent désormais sur les marchés de Ouagadougou, où les étiquettes affichent fièrement Fasomade. Pour la population, ce n'est pas seulement une politique, c'est une revanche tranquille. Un tailleur âgé a confié à la radio « Pour la première fois, je coude avec ma propre histoire ». L'économie change, mais quelque chose de plus profond se tisse, un sentiment d'appartenance. Là où régnait la dépendance, s'installe la fierté. Et dans ce mouvement silencieux, chaque fil devient message. La dignité n'est pas une importation. Tout a commencé par une vague de signatures annulées. Les géants textiles européens ont suspendu leurs contrats. Les traders américains ont déplacé leurs commandes vers l'Inde et le Pakistan. En moins d'une semaine, 3,8 milliards de dollars de flux commerciaux se sont évaporés. Les marchés parlèrent de chaos. À Ouagadougou, on parlait de libération. Ibrahim Traoré n'a pas reculé. Son gouvernement a promulgué une loi offrant exonération fiscale et microcrédit aux manufactures locales. Les économistes étrangers criaient à la folie. Mais dans les villages, les femmes chantaient à la radio « Nous filons notre destin ». Les champs se sont transformés en chantiers. Les anciens entrepôts sont devenus des ateliers. Des routes entières ont été refaites pour relier les zones rurales aux nouvelles usines. Les caméras locales ont filmé les premiers ballots de tissu sortant des machines, marqués d'un simple mot, liberté.
Puis vint la riposte. À Bruxelles, des réunions d'urgence se sont tenues. À Washington, les analystes du commerce international ont parlé de déstabilisation structurelle. L'Union européenne a voté une taxe punitive de 35% sur tous les produits textiles burkinabés. Les États-Unis ont suivi, invoquant la distorsion du marché. C'était un signal. Le Sahel avait osé trop haut. Mais Ibrahim Traoré a répondu sans trembler. Si notre tissu est puni pour être africain, alors portons-le nous-mêmes. Ces mots ont circulé sur les réseaux sociaux comme une promesse. Le lendemain, le gouvernement annonçait la suspension des licences d'importation pour plusieurs marques européennes. Une politique miroir baptisée « coton contre coton ». Les diplomates occidentaux ont parlé d'escalade. Les Burkinabés ont parlé de justice. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant la délégation de l'Union européenne, brandissant des banderoles blanches. Nous tissons notre avenir. Aucune violence, seulement le rythme des tambours. Dans les rues, la fierté vibrait comme une marée. Les radios rejouaient la phrase de Traoré encore et encore. Dans les ateliers, on cousait jour et nuit, éclairés par les générateurs. Les chiffres ont surpris les analystes. En 3 mois, l'emploi local a bondi de 6%. Les importations de tissus européens ont chuté de 18%. Et, discrètement, des émissaires turcs et chinois ont atterri à Ouagadougou. Ce que l'Occident appelait un accident devenait un précédent. Ce que l'Afrique appelait un pari devenait un modèle. Mais la vraie bataille ne se jouait plus dans les champs. Elle se préparait dans les salles de négociation de Genève et Bruxelles. Et une question planait sur toutes les lèvres. Que fera le monde quand le Burkina Faso prouvera que la souveraineté peut être rentable? 1 an après, les chiffres racontent une transformation discrète mais profonde. Avant, le coton représentait 35% des exportations totales du Burkina Faso. Désormais, ce chiffre est tombé à 12%. Mais cette chute cache un déplacement silencieux. La valeur ajoutée reste dans le pays. Le ministère de l'Industrie estime que 200 000 emplois directs et indirects ont été créés en 12 mois. Chaque emploi injecte environ 2,3 fois plus de revenus dans l'économie locale qu'un poste agricole brut. Les coopératives féminines, désormais 480 sur le territoire, produisent plus de 60% des tissus vendus sur les marchés nationaux. Leur chiffre d'affaires moyen a triplé, passant de 1,2 à 3,8 millions de francs CFA par trimestre. On observe un effet d'ancrage. L'argent circule moins, mais reste plus longtemps. Les salaires se transforment en consommation locale, puis en impôts réinvestis. Ce mécanisme, autrefois réservé aux pays industrialisés, s'installe lentement dans le Sahel. Sur le plan macroéconomique, la dépendance aux importations textiles européennes a diminué de 18%, tandis que les exportations vers l'Afrique de l'Ouest ont progressé de 22%. La balance commerciale s'est rééquilibrée, réduisant le déficit courant à son plus bas niveau depuis 10 ans. Un résultat obtenu sans capitaux étrangers massifs, uniquement par réallocation interne et coopération régionale. Les experts du FMI ont qualifié le mouvement de « risque maîtrisé ». Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré parle de « transition culturelle autant qu'économique ». Son argument est simple. La souveraineté ne se mesure pas seulement en PIB, mais en maîtrise du temps et du travail. Chaque usine retient une part du futur à l'intérieur des frontières. Les premiers effets visibles apparaissent aussi dans les habitudes de consommation. Les ménages achètent davantage de produits locaux, les marchés s'adaptent, les prix se stabilisent. L'inflation a certes augmenté de 2,4 points, mais les revenus moyens des travailleurs du textile ont bondi de 38%. Le pouvoir d'achat net, malgré tout, progresse. Pour la Banque mondiale, le Burkina Faso devient un laboratoire de résilience. Les indices de confiance des entreprises locales atteignent un niveau inédit depuis 2008. Même le secteur informel commence à se formaliser sous la pression de la demande interne. Derrière ces statistiques, une logique s'impose. Produire pour exister. Ce n'est plus une équation idéologique, mais une formule pragmatique. Et dans les rues de Bobo-Dioulasso, on la résume d'une phrase peinte sur les murs. Nous portons ce que nous faisons. Pourtant, les critiques persistent. Certains économistes occidentaux estiment que le Burkina Faso joue avec le feu. Sans capitaux étrangers, disent-ils, le pays risque d'étouffer son propre marché. Les sanctions pourraient grignoter les réserves et freiner la croissance. D'autres voix, plus modérées, parlent d'un isolement inévitable mais temporaire. Elles rappellent que tout modèle de substitution industrielle connaît une phase de turbulence avant de s'équilibrer.
Les sceptiques pointent les infrastructures fragiles, les coûts énergétiques élevés et la dépendance technologique. Ils redoutent qu'une panne d'approvisionnement suffise à enrayer la mécanique nationale. Face à ces accusations, le gouvernement n'a pas cherché la confrontation verbale. Il a répondu par les chiffres, les gestes, les images. Les usines tournent, les ouvriers produisent, les écoles techniques ouvrent, et la foi du peuple remplace les promesses d'aide. Ibrahim Traoré, interrogé sur ces critiques, a eu cette phrase: « On nous disait que sans leur marché, nous mourrions. Nous avons cessé de croire à leurs prophéties. » Son ton n'était ni triomphant ni amer, plutôt celui d'un homme qui regarde les fondations se poser lentement sous ses pieds. Les défenseurs du projet parlent d'une stratégie d'endurance. Ils soulignent que le pays, pour la première fois, contrôle sa courbe de valeur, que les pertes immédiates sont le prix d'un futur non bradé, et que l'histoire économique du monde regorge d'exemples similaires, du Japon d'après-guerre à la Corée des années 1970. Entre pessimisme étranger et réalisme local, un équilibre fragile se dessine. Le Burkina Faso avance, non pas en défiant le monde, mais en se prouvant à lui-même que la dépendance n'était pas une fatalité. Et dans ce dialogue entre prudence et courage, une idée s'enracine. La souveraineté n'est pas gratuite, mais elle vaut chaque sacrifice. La rébellion devient renaissance. Ce qui avait commencé comme une rupture commerciale prend désormais des allures de révolution sociale. Dans les écoles, les enfants apprennent la chaîne de valeur comme on apprend un poème. Dans les villages, les familles mesurent le temps non plus aux récoltes, mais aux cadences des usines. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le pays se redécouvre artisan de lui-même. Les marchés locaux remplacent les vitrines importées et les drapeaux tissés sur place flottent lors des défilés nationaux. Les anciens champs de coton deviennent des symboles de savoir-faire. Les ouvrières signent fièrement leur création, tissées au faso. À l'extérieur, la perception change. Les médias étrangers, d'abord sceptiques, parlent désormais d'expériences à suivre. Des délégations venues de Guinée, du Mali et du Niger visitent les nouvelles usines. Un air de coordination régionale se fait sentir, comme si la souveraineté devenait contagieuse. Mais dans les couloirs du pouvoir occidental, une inquiétude monte. Et si le Burkina Faso venait d'écrire le premier chapitre d'un manuel africain d'indépendance économique? 1 an après cette transformation, les visages ont changé dans les rues de Ouagadougou. Les affiches politiques ont laissé place aux bannières industrielles. La productivité du secteur textile a augmenté de 42%, selon les chiffres officiels. Les villages du Sud voient revenir leurs jeunes, autrefois partis chercher du travail en Côte d'Ivoire. Les chiffres traduisent une fierté nouvelle, mais les regards racontent mieux. Le sentiment d'avoir enfin inversé le vent. Les usines de Bobo-Dioulasso et Koudougou tournent à plein régime. Les exportations régionales de textiles finies vers le Mali et le Niger ont bondi de 27%. La Banque africaine de développement estime que le PIB industriel a gagné 1,9 point en 12 mois. Pour la première fois, le Burkina Faso ne dépend plus uniquement de l'agriculture brute. L'économie diversifie ses moteurs, du coton au vêtement, du vêtement à la conception. Un cercle vertueux est né, difficile à briser. Les coopératives féminines, plus de 400 recensées, emploient désormais près de 60 000 femmes. Leur production couvre la moitié du marché intérieur. Mais surtout, elles ont redéfini le statut du travail. Le tissu n'est plus un simple produit, c'est un langage. Dans chaque fil, une histoire se tisse, celle de femmes qui deviennent chefs d'entreprise, formatrices, exportatrices. Les revenus familiaux moyens ont augmenté de 35%, et les écoles rurales voient revenir les enfants de ces nouvelles travailleuses. L'effet d'entraînement se propage dans la région. Le Mali et le Niger, alliés au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont lancé leurs propres études de faisabilité. Un projet de corridor textile sahélien a été annoncé, reliant Bamako, Niamey et Ouagadougou. Même le Ghana et le Togo ont exprimé leur intérêt. Le concept de souveraineté par la transformation locale gagne du terrain, soutenu par une rhétorique panafricaine renouvelée. Les chancelleries européennes s'inquiètent. Les analystes de Washington observent. Mais en Afrique, l'heure n'est plus à l'observation, elle est à l'imitation. Et au centre de ce mouvement, une figure s'impose. Ibrahim Traoré, symbole d'un réalisme africain qui préfère construire que mendier. Le Sahel, autrefois décrit comme un désert économique, devient un chantier d'espoir. Et derrière le bruit des métiers à tisser, une question persiste, lourde de sens. Jusqu'où ce modèle peut-il s'étendre,
avant de redessiner la carte du pouvoir mondial. Dans un scénario prudent, le Burkina Faso maintient son rythme actuel de production. Les 4 raffineries atteignent leur pleine capacité d'ici la fin de l'année et les exportations régionales compensent progressivement les pertes occidentales. L'inflation demeure sous contrôle, oscillant autour de 5%, tandis que la croissance reste positive. Le pays s'habitue à un nouvel équilibre, plus lent, mais plus solide. Ibrahim Traoré continuerait à privilégier les alliances africaines et asiatiques, renforçant la coopération technique sans céder le contrôle stratégique. Dans une vision plus ambitieuse, la dynamique actuelle pourrait se propager à la région. Si elle se poursuit, les voisins du Sahel pourraient intégrer pleinement le corridor textile. Le Mali et le Niger investiraient conjointement dans la filature et la logistique, tandis que la Guinée et le Togo ouvriraient leurs ports au transit de produits finis. Les investisseurs turcs et chinois augmenteraient leur participation, créant un effet domino inédit, un pôle industriel ouest-africain autonome. Dans ce cas, la croissance annuelle dépasserait 7%, et la dépendance au dollar diminuerait au profit d'échanges intra-africains. Ce modèle, s'il tient, redéfinirait le commerce continental pour une génération entière. Mais il existe aussi un risque. Les sanctions pourraient s'intensifier. Une pression financière ou une crise énergétique pourrait ralentir la production. Les institutions internationales, sous l'influence occidentale, pourraient suspendre certains programmes d'aide. Dans cette configuration, le pays serait tenté de puiser dans ses réserves ou d'accepter des accords désavantageux. Mais même ici, un noyau dur de l'économie intérieure survivrait, celui des petites manufactures et coopératives déjà autosuffisantes. Car le véritable moteur du projet n'est plus budgétaire, il est mental. Il est essentiel de ne pas mesurer le succès du Burkina Faso uniquement à son PIB. Le vrai indicateur sera la persistance de la confiance collective. Et si l'histoire économique enseigne quelque chose, c'est qu'aucune nation n'a bâti son indépendance sans traverser la tempête. Dans les rues de Koudougou, le bruit des machines a remplacé celui des prières du matin. Les habitants l'appellent la saison du travail. Les femmes sortent tôt, leurs pagnes colorées tachées de fil et de teinture. Les enfants les saluent avant l'école, fiers de dire « Ma mère fabrique les habits du Faso ». Dans les villages du Nord, d'anciens cultivateurs se forment à la mécanique des filatures. Les instituteurs parlent désormais d'économie locale en classe, expliquant comment un tissu peut raconter l'histoire d'un pays. La transformation n'est pas seulement visible, elle est ressentie. Ibrahim Traoré a souvent répété que le coton n'est qu'un prétexte. Pour lui, il s'agit de redonner un sens à la dignité du travail. Et, à travers ce projet, d'éduquer une génération à se voir comme productrice de valeur. Un message qui trouve écho jusque dans les églises et les mosquées. Le travail n'est plus une peine, mais une prière silencieuse. À Ouagadougou, les marchés du week-end se sont transformés en foires d'artisanat. Les étudiants portent des chemises locales, symbole d'un patriotisme sans slogan. Même les publicités télévisées ont changé de ton. Acheter local, c'est bâtir demain. Pour certains, la transition reste difficile. Les prix montent, les importations manquent. Mais la patience remplace la plainte. Nous souffrons, mais pour nous-mêmes, confie un commerçant. Et dans cette phrase se cache la clé du renouveau. Mieux vaut un effort choisi qu'une dépendance subie. Le gouvernement burkinabé a compris qu'une vision sans plan reste un rêve. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une feuille de route a été établie, précise, mesurable, progressive. D'abord, le pays renforce sa production locale. Les 4 raffineries principales seront pleinement opérationnelles avant la fin de l'année. Chaque région agricole disposera d'un centre de collecte relié à une usine. L'objectif est clair, 0 coton brut exporté d'ici 18 mois. Ensuite, il s'agit de former pour durer. Les écoles techniques ouvrent de nouveaux cursus en ingénierie textile et en design industriel. Les jeunes y apprennent non seulement à produire, mais à innover. Le gouvernement prévoit 10 000 bourses professionnelles pour les provinces rurales. Par ailleurs, il est crucial de stabiliser l'énergie et la logistique. Un plan conjoint avec le Mali et le Niger vise à mutualiser les réseaux électriques et les routes commerciales. Les travaux de la ligne Bobo-Niamey commenceront au prochain trimestre. Chaque projet est suivi par un comité mixte pour garantir la transparence. De plus, les revenus doivent être sécurisés. Un fonds souverain dédié à la filière textile sera lancé, alimenté par une taxe de 1,5% sur les exportations régionales. Il servira à amortir les chocs du marché et soutenir les coopératives féminines.
Enfin, la confiance doit être mesurée. Un indice trimestriel, publié régulièrement, rendra compte des résultats sur la production, l'emploi et la perception publique. Car, selon Traoré, ce qui se mesure se protège. Cette méthode n'est ni héroïque ni utopique. C'est la preuve qu'une révolution, pour durer, doit parler le langage de la gestion. À Bobo Dioulasso, Bourima travaille toujours la nuit. Ses mains usées tournent les bobines avec la même patience qu'autrefois dans les champs. Mais cette fois, le coton ne part plus au loin. Il reste ici, se transforme ici, vit ici. Autour de lui, le bourdonnement des machines a remplacé le silence des saisons perdues. Sur les murs de l'usine, quelqu'un a peint « notre fil », notre fierté. Chaque ouvrier qui passe y touche la main, comme à un serment. Ibrahim Traoré est venu les voir un soir, sans protocole, sans discours. Il a seulement dit « ce que vous tissez, c'est notre mémoire ». Et dans ce murmure, la nation entière s'est reconnue. Les analystes parleront d'économie, de géopolitique, de chiffres. Mais dans les rues du Faso, on parlera simplement de courage. Celui de choisir la lenteur contre la dépendance, la sueur contre l'oubli. La boucle est bouclée. Le coton du Burkina ne part plus, il parle. Dans un monde où tout se vend, le Burkina Faso a choisi de se refaire. Pas par orgueil, mais par nécessité de sens. Ibrahim Traoré n'a pas simplement défié des marchés, il a rappelé une vérité oubliée. Qu'un peuple ne vit pas de chiffres, mais de dignité. Aujourd'hui, chaque mètre de tissu sorti des usines du Sahel raconte une victoire discrète. Celle de ceux qui ont refusé de rester à genoux devant le commerce du monde. Leur combat n'a ni fusil, ni drapeau, seulement des fils tissés avec foi. Dans les capitales occidentales, on parle de rébellion économique. Mais en Afrique, on parle de mémoire retrouvée. Une génération entière regarde désormais ses propres mains et comprend qu'elles suffisent. Alors, quand on demandera demain « Que produit le Burkina ?» la réponse viendra sans hésiter. Il produit son avenir. Et peut-être qu'à cette question simple s'en ajoutera une autre, plus vaste. Jusqu'où ira un continent qui apprend enfin à se fabriquer lui-même ?